année zéro. Alors pourquoi on dit ça? Parce que André Villas-Boas en avait parlé en décembre 2020. Alors j'ai la petite déclaration qu'il avait faite. Alors bon, c'est notre contexte aussi, mais bon, malgré tout, on va retenir ce qu'il a dit là. Le club est dans une très mauvaise situation financière, mais si on est capable de laisser le club qualifier une deuxième fois de suite en C1, avec un trophée dans les mains, et rêver de faire quelque chose à partir de mars, c'est ce qu'on parle entre nous, à partir de mars. Bon, voilà, ça c'est pas fait, ça, ok. Ma prolongation, on n'en parle pas. L'année prochaine sera l'année zéro. Cela peut être une année importante pour le club. On travaille pour le futur avec Pablo. On a déjà bien travaillé et on doit travailler encore plus. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Donc voilà, on voulait en faire de cette déclaration, en fait, on voulait faire un sujet donc sur l'année zéro, parce que bon, il y a beaucoup d'arguments pour dire qu'effectivement c'est l'année zéro. Donc on va essayer un petit peu de les énumérer. Qui c'est qui veut commencer pour ce sujet? Fabien, je t'en prie. Non, j'aurais préféré en fait prendre la suite de quelqu'un. Mais en plus, je sais, je connais les arguments de Seb, donc je pense que ce serait pas une mauvaise idée que Seb commence. Quand vous voulez, quand vous voulez. Après, Ouais. alors moi je vais faire rebondir sur toi. Et après, ouais, puis je pense que Romain pour finir, c'est pas mal. Allez, pas de problème, quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Alors, disons déjà pour faire cette partie, moi, en fait, comme c'est pas que j'ai, comment dire, je vais pas être d'un côté ou de l'autre. Je vais étaler les arguments. En fait, je vais dire les hypothèses. Voilà, je vais mettre les hypothèses qui sont crédibles, toutes les hypothèses qui sont crédibles, et du coup mettre les arguments, les exemples qu'il y a dessus, et après voilà, chacun fait son avis, chacun a son, comment dire, son intuition, chacun a, avec tous les éléments, pense une chose ou l'autre. Voilà, moi je vais pas dire mon opinion, je peux la dire si vous la voulez, s'il y a pas de souci, mais voilà, c'est par rapport à des faits, par rapport à des hypothèses que on peut dire ça. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. C'est que l'année zéro, donc bon, évidemment, quand c'était André Villas-Boas, c'était André Villas-Boas et c'était Jacques Armero. Donc bon, voilà, du coup, ça a changé. Donc forcément, on est sur un nouveau projet de facto, puisque effectivement, maintenant, c'est Pablo Longoria qui est président. Il y a Jorge Sampaoli, donc un nouveau coach, qui est arrivé aussi en fin de saison, enfin là, il y a très peu de temps, hein, finalement, en fin de saison derrière. Donc forcément, c'est un nouveau projet. Donc année zéro, ça peut vouloir dire ça avec ces deux hommes. Voilà, effectivement. Juste pour continuer sur ça, en sachant que quand Sampaoli arrive, dans chaque club, il demande à chaque fois beaucoup de recrues à son arrivée. Il demande que son président lui permette un petit peu d'avoir un petit peu de moyens pour construire une équipe et adapter à son jeu, quoi. Donc je vais pas mettre tous les arguments là, je vais mettre les hypothèses et après on débattra le dessus. Et après aussi la chose de fin de cycle. C'est une fin de cycle, clairement, on l'a vu, on a parlé de Thauvin, on peut parler d'autres joueurs qui arrivaient au bout de l'aventure avec l'OM, qui ont voyé qu'ils avaient plus d'envie, plus de niaque, qui avaient pas du tout la personnalité pour réussir beaucoup plus haut à l'Olympique de Marseille. Donc on le sait, il faut de la fraîcheur, il faut de la fraîcheur dans un groupe. Et peut-être que la fin de cycle, c'était déjà 2018, hein, à la fin de l'Europa League, où il aurait fallu déjà faire le ménage. Bon, et ça a duré 3 ans de plus. Donc il y a clairement une fin de cycle. Et donc il faut retrouver des nouveaux joueurs avec un nouvel état d'esprit, avec des nouveaux objectifs qu'ils ont envie collectivement d'aller avec l'OM. Donc ça déjà, forcément, ça c'est une année zéro. Je continue, parce qu'il y en a d'autres, mais je vais pas non plus tout me dire mes trucs. Il faut un peu revenir. Vas-y. Je peux rebondir si tu veux. Déjà, je pense que l'année zéro, que tu disais qu'on aurait pu la faire en 2018, je pense que ça aurait été nécessaire, effectivement. On a choisi de ne pas avoir d'année zéro en 2018. Donc, on parlait de Thauvin tout à l'heure, c'était le moment justement pour le transférer, cette année-là, après la finale de Ligue Europa. Mais lui, il y a Zambo qui est parti, mais beaucoup d'autres joueurs. Le problème, c'est qu'on n'a rien fait de tout ça. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, en fait, il n'y a plus grand-chose à faire. Alors pour moi, quand André Villas-Boas parle d'année zéro, évidemment, c'est parce qu'il faut renouveler l'effectif. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il faut reprendre sur un nouveau projet. Parce que le McCourt, c'était le Champions Project, hein, on va le rappeler. On connaît les objectifs, on connaît l'échec aussi à la fin. Voilà. Et ce projet-là, il est fini, en fait. Je crois que c'est ça que ça veut dire, en fait. L'année zéro, c'est qu'on part sur un nouveau projet.
voilà ce que Villas-Boas a voulu dire. Je crois qu'il le savait depuis un certain moment. Je pense pas que ce soit par rapport. Alors, Sampaoli est arrivé, oui, mais lui, quand il nous dit ça, c'est Villas-Boas, il pensait pas qu'il allait être remercié. Enfin, en fait, il a démissionné, mais en fait, on n'a pas voulu qu'il démissionne. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà, quoi. Donc voilà quoi. Romain, si tu veux rebondir là-dessus. Oui, moi, de toute façon, je pense que ceux qui ont l'habitude de m'écouter depuis un petit moment sont un peu au courant de ce que je vais dire. L'année zéro, s'il avait fallu en avoir une précédemment, ça aurait été en 2016 à l'arrivée de Franck McCourt. Il n'y en a pas eu. Là, on est dans la continuité du projet. Si jamais il y a pas d'année zéro. Enfin, je veux dire, quand Vincent Labrune nous parle à l'époque du Dortmund Project, on ne parle pas d'année zéro. Et pourtant, on part sur un nouveau projet avec l'acquisition de jeunes joueurs et tout. C'est quasiment ce qu'on entend depuis quelques temps. Et pourtant, à l'époque, personne ne nous a dit, tiens, l'OM part sur une année zéro, sur un nouveau projet, tel que c'était le cas. C'était un projet dans la continuité. Si aujourd'hui, tout le monde nous parle de nouveaux projets, si on nous parle de nouvelle ère, si tout le monde n'a que ça à la bouche actuellement, c'est parce qu'il y a une raison. Et la raison est la suivante, c'est que le club va être vendu. Donc, c'est pas une information, c'est mon intuition. C'est la seule possibilité, si vous voulez changer d'actionnaire avec les mêmes moyens. Moi, j'ai un ami tout à l'heure qui m'envoie un message et qui me dit une entrée au capital avec des amis de McCourt pour dans la continuité, ça m'intéresse pas. Évidemment, ça m'intéresse pas non plus. Ça n'intéresse personne. Donc, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que même l'arrivée d'un nouvel actionnaire de ce type-là n'engagerait pas une nouvelle ère. Ça serait une continuité de projet, une reprise de projet. Si on veut étymologiquement s'attarder à ce qui se dit, un nouveau projet, une nouvelle ère, c'est vraiment une année zéro. Donc, c'est l'arrivée de personnes qui vont vous faire changer de dimension. Voilà. Au Stade Saint-Germain, je ne sais plus en quelle année sont arrivés les Qataris. Pour eux, c'était une année zéro. Pardon ? Voilà, il y a 10 2011. ans. 2011. Il y a 10 ans, c'était l'année zéro pour eux. Donc, moi, je vous dis que l'année zéro pour l'Olympique de Marseille, tout le monde sait qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux depuis un petit moment. Il y a des bruits de couloir, il y a des gens qui en parlent, des gens qui sont très bien placés, même s'il y en a d'autres, évidemment, qui démentent les informations, qui les ont démentis, qui les démentent toujours à l'heure actuelle. Mon sentiment, c'est que l'année zéro, justement, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'une aventure qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître ces dernières années. Voilà. Rétrospectivement, l'année zéro, ça serait l'arrivée de Bernard Tapie, par exemple, en 93. La finalité avec la Coupe d'Europe qu'on a remportée, c'était son arrivée précédemment avec des moyens qu'on n'avait pas eu, avec la possibilité de gagner des titres qu'on avait pu. Voilà, ça, c'est rentrer dans une nouvelle ère. C'était avec l'arrivée de Bernard Tapie, et donc on aura cette année zéro avec l'arrivée de quelqu'un d'autre. On a eu, oui, ok, mais on a eu l'année zéro avec l'arrivée de Robert Louis Dreyfus aussi. C'est du vocabulaire après. Tu vois, quand en 2016, okay, on pouvait repartir de zéro, on l'a pas forcément fait, mais c'était un nouveau projet. C'est ça que ça voulait dire ça aussi. En 2018, on aurait pu repartir si par exemple il avait décidé de virer Hérault et de réinjecter de l'argent. Il voulait pas. C'était juste, je pense, pas son but du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été possible. Là aujourd'hui, c'est plus possible. Donc c'est aussi ma conviction que le club non pas ne va être vendu, mais est déjà dans un processus de vente bien engagé. Et moi, je le dis sur cette antenne depuis plus de 2 mois. Pour moi, c'est déjà fait. Donc voilà. Je vais encore plus loin, tu vois. Alors en fait, oui. Pourquoi en fait, on a pris au mot. On a pris au mot André Villas-Boas, effectivement, ça atteignait zéro, du coup on voulait débattre sur ça, mais voilà, forcément, là on est maintenant, donc ça fait un moment qu'il a dit ça, mais du coup on rebondit sur ça, donc année zéro ça veut dire plusieurs choses, effectivement, ça veut dire soit un nouveau projet, ou soit effectivement un nouvel actionnaire, un actionnaire majoritaire, et non, pas minoritaire, donc sur ça je me rejoins, forcément, moi je suis pour un rachat avec, par contre des moyens illimités, hein, pas un rachat genre King Street, enfin voilà, pas un nouvel américain ou McCourt, enfin voilà. Donc effectivement, moi je suis aussi pour ça, pour un propriétaire avec des moyens limités qui arrive, type Arabie Saoudite, et qui du coup mettent vraiment une année zéro et tout. Après année zéro, ça peut être, voilà, ça peut être, moi j'aimais les hypothèses, donc là je viens de vous dire effectivement moi ce que j'ai envie, effectivement une vente. Après. Ça peut aussi, malheureusement, être autre chose, c'est-à-dire une phase 3, après la phase Champion Project, qu'on a vu que ça a pas marché,
la phase 2, soi-disant, du trading project, que du coup, bon, ça, c'est venu, c'est pas venu, finalement, ça a été enterré. Et là, ça serait la phase 3. Alors, en fait, là, en fait, je vais mettre des hypothèses avec, on va dire, des choses qui sont dites ou qui ont été dites. Donc, ça pourrait être quoi? Une année zéro avec, malheureusement, si c'était le cas, avec toujours Frank McCourt. C'est-à-dire que ça serait, je vais reprendre une interview qu'avait faite justement André Villas-Boas, qui avait à la Province, qui avait révélé une discussion. Tu l'as, s'il te plaît, Seb, la date, tu l'as, s'il te plaît, de l'interview? Ah ouais, alors là, non, j'ai pas la date. Non, c'est pas grave. Ben, c'était au moment en fait, avant qu'il re-signe, où il devait partir. Non? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Il devait partir. Effectivement, il a eu McCourt, il a traité directement avec McCourt et pas avec Jack Herrero. Donc, voilà. Donc, en fait, il a révélé une discussion directe par téléphone avec Frank McCourt et qui a pesé dans la balance, comme il disait. Il m'a dit quelque chose de marquant. Il voudrait continuer à faire des investissements pour l'OM, mais il est mis en difficulté par le fair play financier. Voilà ce qu'il disait à l'époque. Donc, je dis pas, parce que là, ça me risque de me tomber dessus. Je dis pas ce qui va se passer, ben voilà. Moi, je dis, j'émets 10 hypothèses, et je ne dis pas mon opinion. Mais ça pourrait éventuellement expliquer, si jamais il n'y a pas de vente, cette chose-là. C'est-à-dire que là, en fait, McCourt ne pouvait pas investir parce qu'il était bloqué par le fair play financier. L'OM a été sanctionné par le fair play financier. On se rappelle, cette année, on n'a pas eu l'intégralité des droits de la Ligue des Champions. Je crois que c'était 9 millions, plus plein de choses. Voilà. Ouais. Depuis, il y a eu Manchester City qui a fait voler le fair play financier puisqu'ils étaient d'abord sanctionnés. Après, avec une armada d'avocats, ils ont réussi à faire sauter tout ça. Oui, non, alors, moi, je ne suis pas certain. Parce qu'attention, parce que Jack Herrero, il a dit ça. On l'a pas vu. Il avait dit autre chose. Il a dit 2-3 trucs comme ça qu'il allait le faire. On n'a jamais vu le truc. Quand il devait faire appel pour un autre truc, je sais plus ce qu'il avait dit. Bon, il y a beaucoup de com avec Jack Herrero, donc je suis pas certain qu'on a fait l'appel. De toute façon, parce que oui, on n'a pas fait l'appel parce que sinon on aurait été jugé. Enfin, on aurait eu l'appel, on aurait eu le rendu, le verdict. On l'a pas eu, donc ça veut dire qu'il a pas fait l'appel. Donc Jack Herrero, voilà. Donc du coup, un chef. Peut-être que Frank McCourt voudrait investir. Et ça pourrait éventuellement faire corroborer le fait qu'on entend qu'il mettrait une enveloppe jusqu'à peut-être 60 millions d'euros. Non, mais c'est là où ça va plus. Merci, mon monseigneur. C'est là où ça va plus. Je suis désolé, je te coupe là parce que je vais justement dire pourquoi c'est pas possible. Ou alors, l'enveloppe, il faut qu'elle soit de 250 millions d'euros pour que l'équipe elle ressemble à quelque chose. Bah, mais en fait, alors, bon, moi j'ai entendu des arguments comme Romain, je sais pas si tu voulais parler de ça, mais on a entendu des gens qui nous expliquaient c'était l'amortissement. Voilà, c'était le projet amortissement. Voilà. Alors, si on part de cette logique, tous les transferts ont été faits comme ça. Hein. D'ailleurs, c'est vrai. Payet, par exemple, quand il est arrivé, Salih Tatsar, il y en a Radonjic, Benedetto. Et puis Strootman, bien sûr. Et puis tous les autres, en fait, ils ont tous été échelonnés, peut-être même sur 5-6 ans, voire plus, je sais pas. Et en fait, tous les ans, c'est pas qu'à l'OM, hein. C'est pas qu'à l'OM, c'est mondial. Tous les investissements d'une entreprise qui se respecte sont amortis. Voilà, exactement. Société, tu l'amortis, un véhicule de société, tu l'amortis. Enfin, on découvre aujourd'hui, on cherche des excuses à ce qui est en train de se passer. Comme le fair play financier était une excuse au fait que McCourt ne veuille plus investir. Donc, tu vois, encore une fois, Fabien, là-dessus, l'amortissement, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est pas fini. Ensuite. Donc, comme l'ensemble des clubs, finalement, on fait ça. Bien sûr qu'on fait ça, mais tout le monde le fait, en fait. Et c'est là, en fait, où ça va plus. C'est qu'en fait, vu qu'on le fait, c'est-à-dire que tous les ans, il faut payer les transferts qu'on a fait il y a 2-3 ans. Et là, si tu veux faire 200 millions de transferts, par exemple, amortis sur 5 ans, mais il va falloir les payer après. Comment il va faire et qu'est-ce qu'il va mettre en garantie? En fait, McCourt, c'est impossible. Il a déjà fait ça, en fait. Là, on est en train de retard, en fait. Oui. Là, je te suis pas. C'est pourquoi tu dis qu'il va mettre 200 millions. Il va pas forcément mettre 200 millions. Il va peut-être mettre 60 millions d'euros. Dans les 60 millions d'euros, il y aurait 30 millions pour le déficit. Donc, il y aurait 30 millions. Plus, si tu as un Europa League, ça fait 10 millions d'euros, ça fait 40 millions d'euros.
plus si tu vends Kaletacha 20 millions ou 30, on va dire 30, c'est bon. 30 millions, 30 on est à millions, 60, combien? 40, ça fait 70. Et Camara, si tu le vends 30, ça fait 5 millions d'euros. Plus 1,5 million de Sakai machin, t'arrives peut-être à 110 millions d'euros et tu fais ton recrutement avec ça, en fait. Mais c'est pas fini non plus. Alors, on va prendre les ventes, la Camara, Tchaleta, parce que nous, on va donner cash l'ensemble en fait de la somme au club. Ben non, nous aussi, on va donner 4 millions, plus 4 millions, plus 4 millions. Oui, donc on est d'accord, c'est ce que je te dis. Exactement. Du coup, ça va s'étaler. C'est-à-dire que les 5 millions que tu as fait, il faut pas compter 5 millions sur une année. C'est-à-dire que je prends un exemple. Si tu fais un transfert à 20 millions d'euros et que tu feras un contrat de 5 ans, tu fais 20 divisé par 5. Ouais. C'est-à-dire que ça fait 4 millions par an et pas 20 millions. Je vais finir, vous allez recruter plus. Je vais finir, vous allez comprendre. Alors, on fait comme ça. Donc, ça veut dire qu'en N+2, il va te falloir que tu payes tes transferts de cette année, N+1, N+2, etc. C'est bien ça. Hein. Bon. Et ben maintenant. Ça, c'est tout le temps, ça. Oui, bien sûr que c'est tout le temps. Alors, par contre, on est bien d'accord qu'il veut vendre. Moi, j'ai entendu dire qu'il voulait vendre donc dans 2 ans ou dans 3 ans. S'il fait comme ça, là, ça veut dire qu'en réinvestissant là maintenant, quelle est la logique si tu veux vendre le club après? Aucune. Ça ne tient pas la route une seconde. S'il avait voulu faire ça, dans ce cas-là, il aurait fallu faire ça en 2018, voilà l'année dernière. Ah oui, c'est vrai, il y a le fair play financier si tu veux, mais alors pourquoi il ne l'a pas fait l'année dernière? Tu étais qualifié en Ligue des Champions. Pourquoi le faire maintenant? Ça n'a aucun sens. Déjà, ce qui n'a aucun sens, c'est qu'au mois de janvier, on n'avait pas 2 millions d'euros supplémentaires pour mettre sur Maélé, le Danois, et puis qu'aujourd'hui, on a 25 en octobre. Alors, je reviens sur une chose aussi, c'est que on parlait de Louis Dreyfus tout à l'heure. À l'époque de Louis Dreyfus, tous les ans, on était à la limite d'être interdit de transfert parce que si jamais Louis Dreyfus ne comblait pas les déficits, on a même, je crois, failli une fois être en dépôt de bilan et se retrouver à l'échelon inférieur. Il va falloir m'expliquer comment tout le monde alertait sur comment tout le monde nous a alerté sur la situation de l'Olympique de Marseille à la même époque l'année dernière en se demandant comment on allait faire pour passer la DNCG avec les déficits qu'il y avait. Aujourd'hui, il faut combler les déficits et investir derrière. Sinon, logiquement, on t'interdit également de recrutement. Eu égard à la situation financière de l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas me faire croire qu'il n'y a pas une on nous a pas interdit. Qui est arrivé. On nous a pas interdit l'an dernier de recrutement. Mais justement. On nous a, malgré notre déficit abyssal, on nous a pas interdit. Pas l'année dernière. Et si on nous, surtout, parce que il y a quand même des personnes qui travaillent très bien, qui nous ont expliqué qu'un processus de vente était travaillé sur 1 an ou 1 an et demi avant la date d'officialisation, ce qui est tout à fait compréhensible. Et je pense que personne ne me contredira sur ce fait-là. Si l'année dernière on t'interdit pas de recrutement et que cette année justement tu passes la DNCG sans encombre, sans encadrement de ta masse salariale, sans encadrement des transferts, tranquille, c'est qu'il y a forcément une manne financière supplémentaire qui n'existait pas l'année dernière. Sinon, c'est pas possible. Alors, cette manne financière, elle peut, comme tu dis, Sébastien, si tu veux que j'aille dans ton sens, évidemment, McCourt, il a le droit de mettre 300 millions et dire, voilà, sur les 300 millions, je comble avec 150 millions. Et puis, j'envoie 100 millions sur les transferts derrière. Mais quand on sait qu'il a plus que 900 ou 950 millions d'euros de fortune personnelle, va falloir m'expliquer dans quel monde ils vont envoyer un tir. Après, il y a eu aussi, on nous a révélé, notamment c'était Mouradart de Football Club de Marseille, qui disait que McCourt s'était associé avec Guggenheim et que du coup il y avait des fonds qui transitaient des deux sociétés. Donc peut-être il y aurait pas que lui aussi. A priori, depuis le début, je pense que c'est un peu comme ça, qui mettrait de l'argent. Donc, c'est vrai que depuis le début, pendant un moment, on s'est dit qu'effectivement, il a 1,2 milliard on l'a longtemps dit sur cette antenne, 1,2 milliard et que du coup, avec cette fortune personnelle, il avait acheté et du coup, on a levé 500 millions d'euros. Mais on est vraiment plus sûr de ça, finalement, maintenant, parce que il a recontracté un prêt de 150 millions d'euros là pour l'augmentation du capital. Donc s'il faut, il y a Guggenheim aussi. Donc en fait, c'est très opaque. C'est ça le problème, on peut que faire de suppositions et on ne sait pas parce qu'il y a beaucoup d'argent. On le sait. Il y a beaucoup de ces financements qui sont au Delaware. Donc c'est pas clair, quoi. Donc il y a rien de clair dans les finances de France. C'est les mouvements. C'est ça le problème. C'est les mouvements en fait de l'OM LLC. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que le siège est au Delaware, donc oui, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport en fait, aux investissements, là. Si en fait il y avait un nouveau partenaire, déjà je pense qu'il nous l'aurait dit. Je veux dire, Aulas, quand il y a eu les Chinois avec lui, avec Lyon, il a été le premier à le dire. Mais bon, pas Guggenheim, il était déjà à l'affaire à lui. 1. 2. L'autre truc, c'est que pourquoi Guggenheim Partners irait
mettent de l'argent dans une entreprise qui perd de l'argent et qui perd beaucoup d'argent. Là, moi, je ne comprends pas. Ouais, mais si tu te rappelles, Fabien, au début, normalement, c'était eux qui devaient prendre le club. Ouais, il y a eu des rumeurs avant la vente que c'était Guggenheim, mais au dernier moment, ça a été McCourt. Donc, quelque part, ils sont un peu liés peut-être à McCourt, et dans les affaires, on voit qu'ils sont liés à McCourt. Oui, mais dans ce cas, dis pas ça. Moi, je regrette tout ça, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein, mais... je veux dire, il y a un constat qui est fait, en fait. Le constat est le suivant. Là, dans l'état où est l'Olympique de Marseille, sans injection d'argent massive, tu n'y arriveras pas. Voilà. Massive. Ouais. Ça veut dire quoi? Tu veux gagner la Ligue des Champions, mais si tu veux juste avoir une belle équipe qui peut jouer le podium et qui peut faire un bon parcours en Europa League, mais malheureusement, pas besoin de 5 millions d'euros. Regarde Lille, ce qu'ils ont investi, ils vont être champions de France, j'espère. Lille, ils ont pas une équipe ils avaient malade. McCourt, ils avaient Campos, mais c'est clair. Ils avaient Campos. Considérablement de l'Olympique de Marseille, et c'est d'ailleurs à cet égard, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, que j'ai beaucoup moins de respect pour lui, voire pas du tout, par rapport au respect que je peux avoir pour Louis Dreyfus, qui était un passionné et qui a mis son argent par passion. C'est sûr. C'était juste la précision que je voulais apporter. Moi, je pense que si jamais l'Olympique de Marseille, on a eu des périodes, je ne sais pas si vous vous rappelez, justement, sous l'ère Louis Dreyfus, où on avait des Pascal Johansen, on a eu Pagis, qui est un joueur exceptionnel. Super. Les gars, notamment, Dani, qui a été consenti sur son achat. Mais voilà, ça, si vous voulez, c'était des acquisitions d'un club qui voulait clairement plus mettre d'argent. Alors, je suis d'accord que le marché et les prix ont flambé depuis, mais de là avoir des rumeurs constantes à 25, 30, 35 millions, et pas sur un joueur. Hein. Quand on m'explique qu'il y a une enveloppe de 60 millions et que tu as quasiment une équipe à 10 ou 11 joueurs à acheter et que tu vas en mettre 30 sur un Brésilien, d'ailleurs, qui n'est pas certain de venir. Juste pour corroborer ce que tu dis, effectivement, je précise ce que tu dis, une équipe quasiment à reconstruire. Là, j'ai fait, alors, c'est pas tous titulaires, mais il y a quasiment une équipe type, en fait. Genre Pelé qui part, Sakai qui va partir, Kaleta-Char qui devrait partir, Nagatomo qui part, Camara qui a une grande chance de partir, Encham, Cuisance, bon, c'est pas des pertes, mais enfin, voilà, Germain, Benedetto, Thauvin. Donc, on est à 10 joueurs, on est quasiment à une équipe complète, en sachant qu'il faut recruter un gardien numéro 1 bis, un latéral droit, plus le option d'achat de Lirola. Il faut un latéral gauche bis, il faut un défenseur central pour pallier le départ de Kaleta-Char, un 6 en cas de départ de Camara, un relayeur pour remplacer Encham et Cuisance, un ailier droit pour remplacer Thauvin, et un avant-centre remplaçant si Benedetto part, enfin, quoique oui, parce que Germain part. Donc, c'est vrai qu'il y a une équipe à reconstruire, c'est clair. Alors, moi, de toute façon, si je me suis mis en vert, c'est pas pour Saint-Etienne, hein, aujourd'hui. Ouais. Alors, par contre, parce que bon, je vois sur le chat que je ne suis pas à 100%. Voilà, me dit Sébastien ne croit pas à la vente. Je suis partagé, moi. C'est-à-dire que cet argument que tu dis, Romain, effectivement, ça me donne confiance. Effectivement, de pouvoir mettre, alors, du coup, 25 millions d'euros. Alors, moi, j'ai un journaliste cette semaine, en début de semaine, qui m'a confirmé une offre ferme de l'OM de 24 millions d'euros. Et depuis, effectivement, la Provence plus l'équipe ont vu qu'a priori, on était basé sur 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Bon, après, un pourcentage à la revente, plus 225 000 euros de salaire. Donc, effectivement, moi, ce type de transfert qu'on n'a pas fait depuis un moment, depuis Payet, les 30 millions ou 29 millions, je sais plus. Effectivement, ça peut dire que il y a un gros investissement et qu'effectivement, si on met de l'argent sur un milieu relayeur, combien on va mettre sur un 6, combien on va mettre sur un latéral droit, un attaquant. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent. Donc, effectivement, cet argument-là, plus effectivement la journaliste brésilienne qui a indiqué que peut-être il y avait l'Arabie Saoudite derrière, c'est des arguments qui peuvent aller vers la vente. Effectivement, là je te rejoins. Moi, le seul truc, c'est qu'effectivement, j'en vois d'un côté qui sont positifs, mais on peut voir d'autres de l'autre côté. Donc en fait, tant qu'il n'y a rien officiel, c'est pour ça que je suis partagé, mais je ne suis pas à 100% d'un côté ou 100% de l'autre. Ça peut se comprendre, hein. Il y a des journalistes, en général, sont convaincus qu'il n'y a pas de vente. La plupart d'entre eux, en tout cas.
allez, 80%. Après, j'ai ma petite idée aussi sur le pourquoi du comment. Il y a aujourd'hui, tu as des gens qui arrivent à être mieux informés que certains journalistes dont je tairai le nom, qui attendent que leur téléphone sonne à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où tu peux discuter avec la journaliste brésilienne qui t'annonce que Gerson arrive à l'Olympique de Marseille. Il y a une très belle interview d'ailleurs de Sportman qui a été faite là-dessus qui vous permet de savoir qui est un peu ce joueur-là. À l'heure où toi-même, tu peux avoir des informations que les journalistes peuvent avoir aussi. Je vais te dire, moi, je te dis pourquoi les journalistes n'ont pas forcément l'information. Et c'est aussi ce qui nous a été dit par moment. C'est parce que certains n'ont pas la possibilité de chercher, d'autres ne cherchent pas, ne veulent pas chercher non plus. Et tu te doutes bien que l'acquéreur, le futur acquéreur de l'Olympique de Marseille, il va pas prendre son téléphone en appelant Grégoire pour lui dire « J'arrive le 27 mai 2021 avec mon équipe, on va investir massivement et donc tu auras la priorité. » Et j'ai envie de te dire… Tu nous annonces une date ou pas, Romain? C'est une date que tu annonces ou pas? Non, j'annonce pas. Non, breaking news, hein. Très bien pour la parenthèse, pourquoi je dis le 27 mai? Parce que tout à l'heure, on parlait d'année zéro, d'accord? Finalement, je me disais que l'année zéro, ça aurait pu être, il aurait fallu qu'on l'appelle l'année 94, en référence à notre titre de 93, pour le coup. Mais puisqu'on l'a remporté le 26 mai, pour moi, si tu veux, l'arrivée le 27, le 26, ça n'a aucun intérêt, mais avoir comment dirais-je, un propriétaire d'une telle envergure le 27 mai, je trouverais ça magnifique pour la continuité d'un nouveau projet d'envergure. Voilà, simplement, c'est pour ça que je dis 27 mai, mais j'en sais rien. On a passé notre temps à dire qu'on n'était pas insider, je suis pas insider. J'écoute des gens, moi, que je trouve cohérents, voilà, qui n'ont pas raison de mentir. On a cité Thibaut Vézirian tout à l'heure. D'ailleurs, au passage, Thibaut Vézirian, qui a simplement dit que son sentiment, c'est que ça serait avant, ça devrait se faire avant le et que ça serait certainement, selon sa pensée personnelle, c'était pas une information, ça serait certainement fin mai. Voilà. Ouais, donc, je reprends ses propos mot pour mot et je pense que… Alors effectivement, moi aussi j'ai eu un journaliste qui m'a confirmé, donc c'est pas lui qui fait les recherches, qui a fait les enquêtes, mais une source à lui a indiqué que la vente allait se faire la semaine prochaine. Alors, lui, il n'a pas pu vérifier, donc du coup, il sait pas. Voilà ce qu'on lui a dit. Voilà, fait, hein. Effectivement, la vente se ferait la semaine prochaine, donc à l'issue de la dernière journée de championnat. Mais donc, voilà ce qu'on a, c'est qu'on a comment? Mais la vente, elle est certainement faite, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'elle n'est pas annoncée. Disons que, de toute façon, il reste plus qu'une semaine, parce qu'effectivement, on nous a martelé mai pendant des mois, le mois de mai. Donc, le mois de mai, on arrive en fin de semaine. C'est la fin du championnat, donc on nous a dit à la fin du championnat, donc pourquoi pas? Bon, moi je comprends pas le timing en fait. Pourquoi ça serait maintenant? On pourrait pas le dire maintenant, alors que franchement on joue juste une place en Europa League et en fait c'est quasiment, on a quasiment obtenu le ticket, donc bon, pourquoi pas? Mais de toute façon la fin du championnat c'est dimanche, donc je veux dire dimanche la fin du championnat, ben lundi, mardi, mercredi ou jeudi maximum. T'annonces la vente. Enfin, si elle est actée depuis des mois, il faut pas l'intérêt d'attendre plus. Donc, on n'a que 4 jours à attendre, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, Sébastien, on n'est pas Saint-Étienne pour le coup. Et tout à l'heure, il y a Romeyer qui a commenté justement et qui a sous-entendu qu'il pourrait y avoir une arrivée justement d'investisseurs début juillet. Mais je veux dire, tout le monde s'en fout de ces investisseurs à Romeyer et de son club, que ça se passe en début juillet, fin août ou septembre. Là, s'il est question de ce qu'on parle actuellement, on vous parle de quelque chose d'abord qui est politique. Des gens qui arriveraient comme le Qatar au Stade Saint-Germain à l'époque, qui viennent pour avoir une vitrine, qui viennent pour essayer de pérenniser l'économie française et surtout l'économie marseillaise, puisqu'il est question d'investissement massif dans la ville de Marseille, dans les alentours. Vous pensez vraiment qu'on va annoncer justement la cession d'un club qui va être censé être ta vitrine politique, entre guillemets, à n'importe quel moment? Vous pensez que dimanche, par exemple, quand on va célébrer le titre de Lille, je l'espère, ça va être l'occasion de dire tiens, les Saoudiens arrivent à Marseille, mais pas du tout. Les moments sont choisis. La communicante de Franck McCourt, là, dont j'ai plus le nom, mais on va parler de la société Image 7, a tiré justement cette communication au cordeau. Elle a travaillé également pour l'Arabie Saoudite.
c'est la personne parfaite justement pour arriver à savoir ce que Franck McCourt doit dire et ne pas dire, et savoir à quel moment justement les Saoudiens doivent dire quand ils arrivent à l'Olympique de Marseille et pourquoi. Donc on peut s'interroger, j'ai pas la réponse, tu vas me dire que, enfin vous allez me dire, excusez-moi, vous ne l'avez pas non plus, mais par contre on peut l'expliquer de cette manière-là. Voilà. On peut l'expliquer comme ça. Après ils ont leur raison, on les saura peut-être. Ça serait quoi alors du coup? Moi je vois pas. Ah, on t'entend plus, Sébastien. Ah non. Non. On t'a pas entendu. Ouais, mais, tu bugs. Ouais. Moi ça en fait, c'est-à-dire que maintenant. À moitié. Ah d'accord, je répète. Non, ce que je voulais dire, c'est que si on était dans une date qui soit sympa et tout, et qui du coup, effectivement, ne fasse pas la concurrence avec l'humiliation de Paris, donc pour cette défaite dimanche, et la place en Ligue des Champions de Monaco aussi, parce qu'il y a une concurrence avec Lyon. Bon, bref. Donc, pour pas être en concurrence avec cette dernière journée de championnat, ben, il n'y a qu'une date qui est bonne. C'est le mercredi 26. Quel symbole, ça serait extraordinaire de faire le 26 mai. Ben, au niveau com, c'est parfait. Donc, moi, c'est le 26 mai qu'il faut faire. C'est pas un autre moment. Pour moi, le 26 mai, c'est pas possible parce que pour l'instant, c'est ce qui fait la plus haute marge du club, la grandeur du club. Si tu arrives justement avec prétention un 26 mai pour dire ça y est, c'est acquis, je suis pas persuadé que justement en termes de communication, ça soit bien. C'est pour ça qu'à la rigueur, le 27 est mieux parce que justement, tu arrives sur une nouvelle date, une nouvelle possibilité, un nouveau challenge et t'as pas de pression. On le sait que de toute façon, si les Saoudiens arrivent, comme les Qataris au Stade Saint-Germain, c'est dans l'optique d'aller au titre suprême et donc la Ligue des Champions. Mais arriver pour moi et communiquer là-dessus le 26 mai, surtout quand on connaît l'histoire qui est autour de cette date-là, moi je trouverais ça trop prétentieux. Et je suis persuadé qu'en termes de communication, ça n'arrivera pas. C'est pas possible. Sincèrement. Ouais. Moi, je ne vais pas vous donner de date parce que je me focalise pas dessus. Donc, le 26, le 27, ouais, peut-être le 27. Pourquoi pas le 24 non, mais si on suit Fabien, ce qu'a dit Thibaut et Vézirian également, ça peut être le 2 juin, ça peut être le. Bon, évidemment, la logique serait que ça soit fin mai. Mais, et pourquoi je dis. Oui, mais pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que tu parlais de. Vous affirmez que j'ai des infos qui diraient fin de semaine. Tu parlais du Qatar. Fabien. Quand ils sont arrivés le Qatar à Paris, ils n'ont pas fait de grandes annonces devant l'Élysée ou des trucs comme ça. Il y a eu une interview de Nasser El Khelaïfi avec Robin Leproux à l'époque, où il disait simplement que le budget allait être de 80 millions d'euros. Vous voyez un peu le délire. Et puis qu'il maintenait Comboiré et qu'il maintenait Leproux comme président. Voilà. Donc, vous avez vu ce que ça a donné après. Hein. Ouais, c'est de l'accord. Mais voilà, c'est pour ça qu'on attend. C'est pas ça qui est intéressant finalement. Malheureusement, il faut mettre toutes les hypothèses, parce que j'ai pas fini toutes les hypothèses. On ne peut pas écarter une hypothèse que Franck McCourt veulent du coup investir, comme je dis tout à l'heure, cette année pour revendre en 2022. Et c'est ce que nous avait dit Bastien Cordoloni sur notre antenne, qui avait dit qu'au départ du projet, l'objectif de Franck McCourt, c'était revendre en fait juste avant avant la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Voilà, c'était son objectif au départ. Donc, faut pas écarter non plus qu'il y ait ça. Parce qu'effectivement, l'an dernier, on comprenait pas pourquoi déjà il avait pas vendu. On comprenait pas. Les finances étaient vraiment exsangues. C'était une catastrophe et il a pas vendu. Donc c'est vrai qu'on a du mal à se mettre dans la tête de Franck McCourt et pourquoi il vend pas, pourquoi il passe pas la main et pourquoi il attend. C'est compliqué, personne ne le sait. C'est vraiment un personnage totalement atypique. La cohérence de tout ça aussi, c'est qu'on sait que Pablo Longoria veut ses joueurs le plus rapidement possible. On sait aussi que les profils qui sont étudiés, il y a des joueurs qui seront internationaux, soit avec les espoirs, soit avec à l'Euro ou dans d'autres compétitions. Et donc, il y a un moment où il y a des sélectionneurs aussi des champs. Donc, par conséquent, d'autres qui ne souhaitent pas que lorsque vous avez un international qui soit perturbé par des rumeurs de transfert et des signatures de contrats pendant les compétitions internationales. Donc tout ça est très cohérent, tout ce qui se passe actuellement. Pourquoi avant l'Euro? Pourquoi certainement fin mai? Parce que là, cette année, tu vas pas aller chercher des Pascal Johansson, j'ai rien contre lui, mais c'est l'exemple que j'avais tout à l'heure. Et voilà, donc je ne sais pas. C'est l'exemple qui m'est revenu. J'ai rien contre lui. En plus, je le trouvais pas mauvais, mais c'était sur une période où voilà, on
brillait guère. Ah, mais oui. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tu as des, Gerson, si signe à 30 millions, bon bah après on peut discuter du prix, mais tu vois le genre de profils qui sont ciblés, Almada, Alors, le petit arrière du Barça. Almada, a priori, là, il ne voudrait pas avant décembre, d'après ce que j'ai vu dernièrement, donc bon, à voir. Juste c'est bien pour dommage. Gerson, Ah oui, Gerson, juste un petit truc avant de passer sur Gerson, juste un petit truc. Tu disais. On a déjà parlé, hein, c'était juste pour compléter. Mais... Ok, vas-y, je finis. je te vois bloqué, tu disais, moi, je sais en pas fait, si c'est comme moi. bah, du coup, je vais enchaîner. Tu disais que finalement, ils voulaient vendre en 2022, mais en fait, s'ils Ah non, voulaient j'ai pas vendre dit en ça. 2022. J'ai pas dit ça. Non, Ah, non, pardon. j'ai pas dit qu'ils pouvaient les vendre. J'ai dit, c'est une hypothèse. Attention, Oui, moi, tout ce non, que je dis, c'est des hypothèses. non, mais je sais. Donc, l'hypothèse, c'était 2022. Mais cette hypothèse-là, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est celle-là, en fait, c'était là où je faisais le contre-argument. C'était par rapport à ça. C'est qu'en fait, si tu veux vendre en 2022, si c'était le cas, il ne ferait pas d'investissement cette année. Là, il y aurait que des prêts. Et c'est ce qui s'est passé l'année d'avant, en fait. Donc voilà, donc, du coup, c'est pas possible, ça. Cette Je suis hypothèse-là, pas convaincu pour ce que La transposition. je suis pas convaincu de faire monter le prix, ça peut être un bon moyen de valoriser. non, Les deux c'est pas sont possible. possibles, en fait. Donc, on peut pas je pense pas qu'on peut se balancer d'un côté ou de l'autre. Deux arguments sont possibles. Enfin, je pense. Ouais. Sur Gerson, il faut savoir qu'effectivement, quand même, les joueurs brésiliens sont souvent, la nationalité brésilienne, c'est quand même la nationalité que tout le monde veut dans le foot mondial. Donc, c'est des prix plus chers que d'autres nationalités. Si vous prenez un Tchèque ou un Bulgare ou autre, les pays de l'Est sont souvent moins chers. Donc ça, c'est une chose. Je donne un exemple, par exemple, de Lyon, qui est pas connu pour surpayer des transferts. Quand ils ont pris par exemple Memphis Depay, qui est quand même un sacré joueur, ils l'ont payé que 15 millions d'euros, hein, pendant que nous on payait Payet quasiment 30. Donc, et je pense que Memphis Depay est meilleur, il faut le dire, que Payet. Et donc ils ont quand même payé Guimarães l'an dernier plus de 20 millions d'euros. Et encore, j'ai pas les bonus. Donc ça veut dire quand même que les joueurs brésiliens sont souvent plus chers, et aussi l'histoire des tierces propriétés, on les a jamais à 100%, il y a toujours une partie, enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Donc il y a aussi ça. Donc effectivement, les joueurs brésiliens sont chers. Après c'est vrai que c'est compliqué, c'est surprenant parce que c'est un joueur qui n'est pas en équipe du Brésil, il est en équipe U23 du Brésil, il va d'ailleurs jouer les JO. Mais voilà, après, moi sur ça, comme je vous ai dit, je suis partagé. C'est à la fois, je dis qu'effectivement, ça peut être un argument pour la vente, mais ça peut être parce qu'on veut miser sur ce joueur qu'on trouve essentiel à Sampaoli. J'en sais rien. Franchement, d'ailleurs, à ce propos, je relèverai un petit commentaire sur le chat de Yassine Chaoui, j'ai beaucoup aimé, qui nous dit Gerson n'a rien prouvé. Même si je fais confiance à Campos. Moi aussi. Ouais. S'il y a Campos derrière, on est content, hein, parce que ça voudrait dire que l'OM va trouver des bons. Hein. Après, moi, je fais confiance à Longoria. Je pense que Longoria, il a des réseaux, il sait l'activer. A priori, il y a tout l'eau de Melo qui est dans le coup, qui a été mandaté par l'OM. Donc, bon, moi, je fais confiance à Longoria. Mais s'il y a Campos derrière, tant mieux. Hein. De toute façon, Campos, c'est sûrement un des meilleurs directeurs sportifs du monde. Donc, juste pour terminer peut-être sur cette partie sur l'année zéro, je pense que l'année zéro, on en a déjà parlé souvent avec Romain sur cette antenne, c'est qu'il faut des joueurs de caractère vraiment qui ont la grinta, qui puissent s'imposer à l'OM. Je pense que ça sera vraiment important pour partir sur un nouveau projet. Et je dirais, l'exemple de Lille cette année est vraiment parfait. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois des joueurs d'expérience, qui sont allés chercher des joueurs âgés, hein, comme Yilmaz par exemple, avec des jeunes à gros potentiel. Et de toute façon, on le sait, dans le football, ça a toujours été ça le succès, quoi. C'est-à-dire des jeunes à potentiel et des joueurs d'expérience qui, du coup, font un groupe cohérent et qui puissent aller soulever des montagnes. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut pour repartir sur un projet cohérent. C'est un collectif avec des valeurs ajoutées, un projet cohérent.